des entrailles de CKRL, voici les geeks contre Donc, samedi le 5 décembre 2015, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie parce que c'est comme ça qu'on a décidé que les gens allaient m'appeler. Et j'ai à ma gauche, cette semaine comme co-animateur, le non moins bien nommé Conan Arsenault. Salut. Salut. Et à la mise en onde de Mikey G. Je dirais qu'il est le très bien mieux nommé. Ouais, je pense que c'est celui qui a le meilleur prénom de nous trois. Ben non, voyons les gars. Ah, ben c'est... Ouais, Eric, c'est correct. Ben, Michel. Hey. Hey, non, mais hey, Michel, ça ressemble. Oui. OK, attends. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. C'est passé des trucs intéressants cette semaine dans l'univers geek. On va en parler plus en détail dans la prochaine heure. On va commencer un peu en vrac avec ce que t'as remarqué dans les Geektualités cette semaine, Conan. Hey, ben là, en plus, on va en parler plus tard des Video Game Awards, mais oui. on va commencer un peu dans les jeux vidéo. Il y a un de mes jeux vidéo préférés qui a une suite qui s'en vient. Oh my god. Et le jeu, c'est l'excellent Psychonauts. Je sais pas si t'avais déjà joué à ça ou ton Mikey. Oui, Ça me dit de quoi? j'ai entendu parler, j'ai joué un peu. OK. J'ai joué peut-être trop tard dans ma vie pour l'apprécier à sa juste valeur, mais reste que, ouais, je comprends le statut culte de ce jeu. Vraiment. Et puis, donc, c'est sur, il y a un crowdfunding sur Kickstarter, de la compagnie Double Fine, qui veulent faire, justement, une suite à Psychonauts. Psychonauts, si je peux essayer d'expliquer l'histoire assez rapidement, parce que c'est un peu bizarre, mais tu fais un jeune garçon Rasputin qui a des pouvoirs télépathiques, télékinésiques, et qui s'en va dans une espèce de camp de jour de personnes avec des pouvoirs aussi. Mais on entre dans la tête de personnages par une porte devant leur front et on entre dans leur esprit et là on doit combattre leur psyché. Donc les modes de jeu changent différemment. On fait entre autres il y a entre autres une scène où on est un espèce de géant à la King Kong qui détruit des buildings dans une ville de poissons qui essaye de se sauver. Il y a une ville de conspiration de laitiers gouvernementaux infiltrés dans tout là, avec des c'est comme jeu. Essaye d'expliquer tes rêves à quelqu'un qui a pas rêvé ton rêve. C'est exactement ce jeu-là est pas mal de ça. Donc je suis très excité de cette nouvelle et voilà. Parce que j'invite on va mettre un lien sur la page des geeks pour que tout le monde puisse donner de l'argent. Il y a besoin de 3,3 millions. Donc, va falloir qu'on y aille. Mais j'ai un feeling qu'avec le statut du jeu ça risque de bien fonctionner pour ce qui est du Kickstarter. Là. J'ai pas un autre exemple de suite de jeu qui aurait probablement une bonne tractation s'il y avait une suite officielle qui serait lancée, ce serait Beyond Good and Evil. Ah oui. Exemple. Ben en fait, on a vu une vidéo il y a une couple d'années, je me souviens bien. Oui, 3 finalement ça s'est pas concrétisé. Donc c'est le genre de jeu qui, pour des raisons ou d'autres, ont eu un succès monstre après leur sortie, mais que la compagnie de distribution croyait pas au produit pour une raison X ou Y. Et après l'avoir sorti, les ventes initiales ont pas été à leur goût, donc ils ont canné le projet. Mais ça n'empêche pas que certains jeux ont eu un succès qui a été indéniable, peut-être des mois et des années par la suite. Donc, ce qui est le fun, c'est que le Kickstarter nous permet de voir des suites à ces jeux-là. J'attends Bloodstain avec impatience, là, le concepteur de Castlevania. Symphony of the Night qui fait un jeu indépendant, mais dans ce style-là. Parce que Konami, il veut pas. On va d'ailleurs en reparler de Konami pendant l'heure. Et donc, pour vous, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Shaq Fu 2. Shaq Fu. T'as-tu un bruit de criquet, Mikey? Non, on n'a pas de bruit de criquet, mais il va falloir s'en trouver un. Ouais. Shaq Fu, c'était un film dans lequel Shaquille O'Neal se battait contre des... C'est un jeu. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu au Genesis. Ok, ouais. Qui implique du Kung Fu et Shaquille O'Neal. Qui se sert d'une balloune de basketball comme d'une arme mortelle. Oui. Wow.
C'était... je me souviens que les publicités de ce jeu-là étaient très bonnes, mais que quand j'y ai joué, c'était amèrement décevant. Les personnages étaient ridiculement minuscules dans l'écran, et... Mais il y avait aussi Michael Jordan, le Chaos in the Windy City, ou quelque chose de même, qui avait un jeu vidéo là-dessus d'action avec Michael Jordan qui se battait contre des robots, mais peu importe. Mais donc, c'est ça, il y a un trailer de Shaq Fu, A Legend Reborn, qui est sorti. On ira voir ça sur la page des geeks et puis on va faire un beau petit commentaire, mais je pense pas que ce projet-là... Dans la question « Est-ce nécessaire? » la réponse est facile à trouver. Voilà. C'est quasiment rhétorique comme question. D'autres choses? Donc, oui, je sais que je l'ai mis sur ma page Facebook pour mes amis, mais pour le public qui l'ont pas vu, est-ce une nouvelle? Je le sais pas, mais j'ai trouvé ça tellement excellent qu'il faut que je vous en parle. C'est en Australie, c'est beaucoup de festivals de musique électronique. Donc, il y a un fan féru d'un groupe qui voulait aller voir un groupe en backstage. Donc, il s'est présenté backstage et 5 minutes avant, il est allé changer l'entrée Wikipédia du band et s'est inséré en tant que famille d'un des membres du groupe. OK. Wow. Et il est rentré backstage sans problème, parce que je veux dire, il est arrivé, il a dit au bandit, écoute, je suis le cousin de tel gars, blablabla, regarde, c'est moi sur Wikipédia, là, tu vois, c'est moi. Mais le gars, il l'a laissé rentrer. Et tout ça a été tweeté par le groupe, qui était comme, dude, c'est 100% ensemble, qu'est-ce que t'as fait, on t'en veut même pas, puis en plus, il disait, le gars était tellement normal puis tellement, tu sais, le fun que c'est comme, ben là... OK, c'était pas un fan dérangé, là. Non, c'est ça. C'était juste quelqu'un de bien clever qui a trouvé, de bien intelligent qui a trouvé une manière de le faire. Et puis, voilà. Donc, c'est audacieux. Tu sais, au moins, le groupe a su comme récompenser sa témérité. Exactement. Comme ça. Puis, ils ont mis sur le Twitter une belle image de Ron Burgundy qui dit, I'm not even mad. That's amazing. Donc, c'était une bonne nouvelle. Je trouve que c'est une bonne, ça réchauffe un peu le cœur. Mais là, il a brûlé la technique, par exemple, pour le reste des, non, c'est ça. Le reste des gens. Exactement. C'était le premier et le dernier à le faire. Quoique, il faut pas sous-estimer le fait que... Les bouncers vont peut-être pas sur Internet. Ouais, c'est ça. Autre chose? Donc, oui, toujours autre chose. Est-ce que si je te dis le mot, le nom Ryan Coogler, est-ce que ça te dit quelque chose? Ryan Coogler. De très loin, peut-être que quand tu vas m'expliquer, ça va être plus clair, là, mais... Moi, Ryan Coogler, pour moi, personnellement, ce nom-là rime seulement à la Community, qui est un personnage un peu abstrait. Mais non, en fait, c'est un réalisateur qui a fait récemment Creed. Donc, et puis avant, il a fait Fruitvale Station. Oui, qui était un succès surprise, quand même. Les critiques sont très bonnes pour très bonnes. On peut dire Rocky 7 entre guillemets, là, parce que c'est pas au sujet de Rocky, mais c'est dans l'univers de Rocky. C'est Rocky qui entraîne le fils d'Apollo Creed avec Michael B. Jordan, qui enfin a une belle plateforme pour bien paraître. Ben, en fait, après ces 2-3 derniers choix de films, je te dirais que là, ça fait du bien. Malheureusement. Là. Mais c'est le réalisateur aussi de Fruitvale Station, qui aussi a Michael B. Jordan dans le film. Ouais. Donc, Ryan Coogler a été choisi pour réaliser le film de Black Panther. Oh! Donc, moi, je suis quand même très content parce que Fruitvale Station, c'était quand même un film vraiment émotionnellement très, très intense, très chargé. Puis Creed, ce qui paraît aussi, l'est quand même, mais je l'ai pas vu, donc je peux pas vous en parler. Mais bonne nouvelle. Un bon réalisateur avec possiblement un bon projet. Alors, à surveiller pour les fans de Black Panther. Yes, et qu'on va voir dans le prochain Captain America qui s'en vient, là. C'est au mois de mai. C'est tellement bientôt. Et non seulement on va voir Black Panther dans le film, on va aussi voir ce que Marvel est capable de faire avec Spider-Man dans les mains. Et juste pour ça, je suis très, 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 très anxieux. Étant un fan de Spider-Man depuis que je me souviens d'être vivant, ok, j'ai été déçu des dernières années là, pour ce qui est de mon super-héros favori de ma jeunesse. Ouais, il l'a pas eu facile, hein, Spidey. Non, c'est pas facile. Donc, des BD non plus, je te dirais. Les 20 dernières années, là, ça a commencé avec la Clone Saga, ça a pas été facile. Effectivement. Reboot, man. Non, regarde. Puis, je te dirais que sa galerie de super vilains est pas la meilleure en ville non plus, là. C'est beaucoup du monde déguisé en animaux, là. Beaucoup. C'est comme tous des voleurs aussi. Ouais, tous des voleurs. Ils veulent juste voler des banques, ou voler des ressources. Ouais, tout le temps. Donc, j'ai hâte de voir ce que Marvel, enfin, avec Spider-Man dans les mains, vont pouvoir accomplir. Donc, je suis très, très, très... J'ai beaucoup d'anticipation pour ça. Donc, on s'en reparle, mais que ça sorte bien sûr. Ouais, moi, j'ai une petite impression qu'ils vont peut-être faire quelque chose comme qu'ils ont fait pour Avengers. Dans les trailers qu'ils nous ont montrés, ils vont rajouter des personnages qu'on n'avait pas vus.
c'est mettons dans les plans d'ensemble, on voyait l'équipe une contre l'autre. Je suis sûr qu'à un moment donné, on va voir ce même plan-là. Il va y avoir un Spider-Man, ou il va y avoir d'autres personnages que là, ils ont officiellement annoncé, oh my god, ça y est, il join the team. Donc, c'est une théorie comme une autre, n'est-ce pas? Mais j'aimerais ça que ce soit ça, parce que quand j'ai regardé le trailer, j'avais l'impression que certainement les plans étaient un peu vides. C'était des grands plans larges avec des petits personnages qui n'avaient pas beaucoup de choses dedans. Je suis comme si tous les effets n'étaient pas encore rajoutés, exactement, tout n'est pas encore fini. Comme s'il manquait il y avait trop d'espace négatif dans l'image. Mais bon, hein. Donc, parlant de trailer de super-héros, on y va tout de suite avec le trailer. On va y aller après la pause musicale. C'est une bonne idée. OK. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1. Et je vais y aller avec... on parle de film, ça fait que... Ah non, j'ai pas de lien avec ça pantoute. On va y aller avec une chanson d'un groupe qui s'appelle les Black Mages, les mages noirs, on va dire ça comme ça, qui se trouve être un groupe qui existe depuis 2003 au Japon, qui est un band de musiciens qui a été assemblé par Nobuo Uematsu lui-même, c'est-à-dire le compositeur de toute la musique des jeux de Square Enix, dont notamment Final Fantasy, aller jusqu'au 9, je crois, qui a composé de façon entière. Là. J'avais l'impression qu'il y avait toutes les Final Fantasy. Mais... Non, le 10, il l'a co-composé, mais il y avait un nouveau qui était là, puis par la suite, il n'y avait plus de musique de Nobuo. En tout cas, il a fait le 6, c'est sûr. Oui, tout à fait, parce qu'on va entendre de ce band-là, dans le fond, c'est un band rock, hard rock, un peu métal, mais avec Nobuo qui joue lui-même du clavier dans le groupe. OK. Et là, leur album éponyme qui est sorti en 2003, ils en ont sorti 3 jusqu'à maintenant. Donc, ça s'appelle Black Mages, bien sûr. On va entendre de Final Fantasy VI, le Battle Theme, par les Black Mages, d'une qualité et d'une performance remarquable. Et on vous revient tout de suite après. Ouais.
C'était les Black Mages avec la pièce Battle Team, c'était tiré de Final Fantasy VI, mais plus précisément de leur premier album éponyme sorti en 2003, The Black Mages. C'est disponible sur Chronique Cinéma! Eric, je t'ai coupé, mais je crois que ce que t'allais dire, c'est que c'est disponible sur OC Remix. Non, pas du tout. Ah. non, vous le saurez jamais. Alors, la musique m'a coupé. Donc, Voilà. Chronique Cinéma est sortie cette semaine. Une bande-annonce, moi je pourrais dire, relativement controversée. On va dire ça comme ça. Parce que c'est une bande-annonce qui était attendue depuis un certain temps, une bande-annonce officielle de pleine longueur, là, presque 3 minutes, là, si je me trompe pas. Sur un film qui s'en vient en 2016, on parle de Batman versus Superman, l'aube de la justice. On va le dire comme ça en français. Mais Dawn of Justice, donc. Et cette troisième bande-annonce-là en a déçu plus d'un. Tellement que une recut d'un fan s'est promené presque autant que la bande-annonce originale, exact. tellement que la bande-annonce originale... Et pourquoi, selon toi, c'est un flop, cette bande-annonce-là? Bon, on va dire de quelle bande-annonce on parle. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? On parle de Batman vs Superman, Dawn of Justice. Pour moi, le trailer a été raté parce que ils m'ont ruiné une surprise que je savais pas que j'allais avoir. Oui, de un. Ils ont divulgaché, on va le dire Voilà. de façon efficace. Oui. Un gros personnage qu'on s'attendait pas qu'elle allait être là, un antagoniste qui avait pas été annoncé du tout, qui avait pas été casté. Avant de le dire, Oui. pour tous ceux qui n'ont pas Internet, Oui. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, OK, donc, vous bouchez les oreilles pendant quelques secondes. Ils ont révélé qu'un des principaux vilains du film serait Doomsday. Et de la façon qu'ils l'ont révélé, c'est-à-dire avec aucun préambule de quelconque acabit. Rien. Là. Rien. À un moment donné, il est là. Pouf. Il descend dans un coin de building, là, puis il arrive devant C'est la ça. caméra, puis il ressemble beaucoup trop au troll dans Lord of the Rings. Sans compter qu'il révèle deux choses que moi j'ignorais, parce que la raison pour laquelle Doomsday s'en met là, c'est parce que Luthor, Va prendre le DNA de... ouais c'est ça, travaille avec récupérer le corps de General Zod, Ouais. qui semble être un genre de point quand même relativement important du film, Ouais. qui avait pas été révélé dans les premières bandes annonces du film, mais que là c'est gros comme révélation, c'est plate un peu. Moi, là, la seule manière que je peux voir qu'ils peuvent rattraper le super gros spoiler qu'ils viennent de mettre dans ce film-là, c'est que ils vont tuer Superman. Parce que tu peux pas avoir Doomsday sans la mort de Superman. c'est vrai. Ouais, mais il me semble que tout est trop tôt. Là, tu veux introduire la Justice League, t'appelles le film Dawn of Justice, tu mets Batman dedans, puis là tu veux amener le story arc de Death of and Return of Superman en plus. Pourquoi pas? Non, pourquoi? Ils vont finir sur la... Si le film finit sur la mort de Superman, ça pourrait être brillant. Ça pourrait être brillant, mais c'est parce que, en fait, ce qu'il aurait fallu dû avoir dans le film, c'est que les deux côtés sont valides et on choisit quel héros on supporte. Est-ce qu'on est du bord de Superman ou on est du bord de Batman? C'est ça qu'on voulait. On voulait, après avoir des discussions, comme on va avoir après, mettons, Avengers Civil War, de, oui, mais c'est son ami, oui, mais tu sais, il aurait pas dû faire ça. C'est ce qu'on voulait avec Batman vs Superman. On voulait les deux héros qu'on connaît depuis si longtemps, qu'on est si familier avec. On voulait que ces deux-là soient évidemment amis à la fin, mais on voulait que pendant tout le film, ils s'entendent pas très bien puis qu'ils se fâchent. Ça aurait été le fun qu'ils soient amis à la fin parce qu'on aurait mais là c'est pas ça, ils vont être amis en 15 minutes. Moi je suis sûr que la pire fin ce serait que Doomsday arrive et ça finit sur l'espèce de photo finish de il se dirige vers lui et ça arrête avant le moment de l'impact. Honnêtement, je pense que Doomsday aurait été mieux utilisé dans le prochain film de Superman seul. Ou de Justice League, dans le sens que ça aurait été l'ennemi à amener lors de Justice League, parce que c'est tellement un ennemi puissant que tu dis, ok, je comprends, ça prend plein de héros. Exactement, mais là, c'est comme trop tôt. Vite.
Trop tôt, trop vite. Beaucoup trop... Il y a beaucoup trop de tout. J'ai vu un commentaire sur Facebook disant que c'est comme à peu près un deuxième Spider-Man 3, c'est-à-dire trop de méchants, trop de stock dans le même film. Le hamburger, il est trop gros pour ta bouche. Là. Vraiment. Exactement. Alors, Spider-Man 3, il y avait péché par excès là-dessus, mais on se rappelle que Raimi avait eu la pression des studios de Sony pour inclure Venom dans le script, alors que lui avait bâti le script avec le retour du Gobelin Vert, de Green Goblin Fils. Oui, exact. Et de Sandman. Puis on voit que l'introduction du film Spider-Man 3, pour ceux qui s'en rappellent, la façon que l'origine de Sandman est amenée, tout ça, puis le casting de Sandman était parfait. Et ça amenait vers de quoi de le fun, et après ça, tout devient comme pressé d'arriver. Mm-hmm. Et c'est un peu ça que j'ai peur qui arrive avec Dawn of Justice, à moins que le film dure 3 heures, ce que je veux pas. Film de super-héros de 3 heures... déjà que le prochain Tarantino va durer 3 heures, mais tu sais, c'est comme ça, je suis correct, là, mais... Ouais. Mais tu sais, en plus, un film de destruction massive de 3 heures, là, c'est comme... Ça devient... On avait parlé dans Man of Steel, justement, que le combat de la fin était comme presque trop long. Mm-hmm. Ça en devenait comme stressant à écouter, ça devenait comme un petit peu une surcharge de visuel, puis puis ça fait en sorte que tu deviens un peu comme endormi, là, un peu anesthésié, de il se passe plus rien, c'est juste du bruit puis de la lumière, puis ok. Ouais, c'est ça enlevait l'effet parce qu'il y en avait comme trop en même temps, puis trop longtemps aussi. Trop longtemps, c'est vraiment ça, là. Ouais. Donc vraiment grosse déception pour moi. Je m'attendais à quelque chose de vraiment pas pire, mais je me dis bon, ça va être encore Zack Snyder une fois qu'il est derrière la caméra. Donc, ça va être encore du style par-dessus la substance. Ça va être encore Superman puis un autre super-héros aussi fort que lui qui se punch à travers des buildings. C'est ça. C'est ça. Ça va être un punching contest, encore une fois. Ouais. C'est exactement ça que ça va être. Mais c'est décevant parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à la semaine dernière, les bandes annonces puis dans le fond, l'ambiance qu'il y avait autour de ce film-là qui s'en venait cette année, en 2016, était positive quand même. Il y avait un bon buzz là-dessus, puis on sentait que Warner / DC était tranquillement, pas vite, en train de s'installer comme étant un compétiteur adéquat à l'univers cinématographique de Marvel. Finalement, on sait plus, là. Ben, en tout cas, avec ça, ils ont clairement prouvé qu'ils n'ont pas la maîtrise des trailers, au moins autant que Marvel. Marvel, dans leurs trailers, sont jamais extrêmement brillants, mais sont jamais pleins d'erreurs comme ça. Ils gâchent C'est rien. ça. Moi, je pense que récemment, là, dans les meilleurs trailers qu'on a vus, c'est ceux de Star Wars. Je trouve que ça, c'est remettre le blason doré là, du trailer de bon. Un bon trailer, ça donne le ton du film, certaines motivations des personnages, mais faut que tu aies envie de voir le film. Faut pas que tu aies vu le film. Exact. Puis, malheureusement, DC vient de prouver que justement, là, ceux qui ont engagé ne savaient pas faire ça. Mais ça, et ça met en valeur la qualité de ce que Marvel et que la compétition fait. Dans le fond, c'est qu'on prend pour acquis que les films de Marvel vont être au moins bons, mais on oublie on oublie le talent puis tout ce qui va derrière ça pour que ce soit au niveau de qualité qu'on est habitué maintenant. Mm-hmm. Et on voit que les autres tentent de faire la même chose et se plantent de façon successive depuis des années, qui arrivent pas à atteindre ce niveau-là. Donc on se croise les doigts que ce soit, parce que la semaine dernière, on parlait justement du trailer de Captain America Winter Soldier, Civil War, qui est à l'antipode de ça, là, dans le fond. C'est comme... Qui est un très bon trailer. Il en révèle très peu, mais il donne le goût d'aller voir le film. Mais il en révèle beaucoup quand même. Tu sais, c'est quand less is more, là. C'est dans l'art des bandes annonces, c'est vraiment, là, le moins égale plus, ça, c'est vraiment ça. C'est ça. Le moins t'en montes, le mieux c'est. C'est un art aussi complexe que le film en tant que tel. Vraiment. En fait, souvent même, c'est même pas les studios eux-mêmes, hein. Ils envoient ça des boîtes qui sont spécialisées à faire des trailers. Puis vraiment, c'est un art presque perdu maintenant. Mais spécialisé, c'est ça que j'allais dire. Là, on s'entend par spécialisé parce que justement, de plus en plus, on voit des bandes annonces qui divulgagent beaucoup, qui déçoivent par leur scénarisation, parce que c'est des scénarios à part entière. Là, c'est toute une histoire de montage. Tout. Oui. Et il y a beaucoup de gâchis. Il y a 2-3 règles d'or qu'il faut que tu suives dans une bande annonce. D'avoir une idée claire de qui est le protagoniste dans la bande-annonce. Ça te donne au moins l'idée Ensuite, puis peut-être l'antagoniste, mais ça peut être aussi une révélation plus tard. Ça, c'est pas nécessairement important. Mais il faut aussi, par exemple, savoir de jamais toucher au 3e acte d'un film dans une bande-annonce. Ben non, c'est sacré. Et toutes les bandes-annonces qui ont fait ça,
ça a été des flops par la suite. Le monde a vu le film, on a tout vu, tu sais. Je me rappelle un film qui m'avait surpris dans le temps qui s'appelait Stealth, un film de jet avec un OI dedans, genre d'avion de chasse là, qui, bref, anyway. C'était pas un film extraordinaire, sauf que j'avais adoré le fait que le troisième acte du film avait tout ce qui avait été dans la bande-annonce, dans plusieurs des bandes-annonces, avait jamais dépassé la moitié du film. Donc tout le reste c'était des surprises et j'avais adoré ça. Moi j'étais un fan de la série Ace Combat des jeux vidéo, donc j'avais quand même apprécié le film. Mais c'est ça. Hancock avait été comme un exemple parfait d'une mauvaise utilisation de bande-annonce. La troisième bande-annonce révélait le punch du film. C'est vrai. Et le poster du film et le cover du DVD, on voit ce qui est la révélation du troisième acte complète qui vire le film de bord complètement et on le voit sur le cover. Faut pas faire ça. C'est du thriller 101, là. C'est la base. Et quand ils ratent ça, j'ai l'impression que c'est des efforts désespérés des compagnies qui savent que ça va pas être bon. C'est ça, qui savent que c'est pas supposé faire ça, mais qui mettent toutes les œufs dans le même panier en espérant attirer le plus de monde possible. Regardez, on va faire ça, là, venez voir le film. Oui, mais c'est comme un geste de panique. C'est ça, ça dénote un tel manque de confiance envers le produit. Ça veut juste dire qu'ils savent que c'est pas bon. Là, c'est pas des caves, les producteurs. Là, ils savent très bien que le produit qu'ils ont, en fin de compte, c'est pas avec l'argent qu'ils ont investi, ils sont pas sûrs d'avoir... Faut sur le marketing le plus possible. C'est ça, faut que le monde y vienne faut qu'on fasse notre argent en première fin de semaine, sinon on est mort. Pour les aficionados, comment on dit ça? Aficionados. Merci. Tel que nous, c'est contre-productif parce que ça nous démontre justement la piètre qualité du produit avant de voir le produit. Oui, et le manque de professionnalisme des compagnies de distribution aussi. S'ils n'ont pas confiance en leurs produits, ils ont eu le temps de travailler dessus. En tout cas, peu importe. On va y aller en pause. Yeah. Il était 28. Okay. Et après, on va revenir avec une belle grosse chronique jeux vidéo parce qu'on en a à vous jaser par rapport à cette semaine. Un puis un autre. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, j'ai plus rien à dire, là. Revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Les Geeks contre-attaque, version 5 décembre 2015. Et on va y aller avec... startons notre demi-heure avec ça. Mikey, s'il te plaît. Chronique jeux vidéo! Et là, on a un beau matériel à vous parler cette semaine parce que cette semaine avait lieu les Video Game Awards, donc l'équivalent des Oscars dans le monde des jeux vidéo. Donc le gala de 2015 et plusieurs surprises, mais aussi d'autres succès qu'on s'attendait. Des belles petites compagnies qui ont été récompensées de leur succès de cette année. Donc, on va faire un petit survol. Oui, mais avant d'aller dans le milieu du moelleux du gâteau, c'est-à-dire les nominés et surtout les gagnants, oui. Parlez-moi de la polémique sur Konami. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Konami, on n'en a pas parlé souvent dans l'émission depuis quelques mois, mais depuis 1 an ou 2, ont développé une précision incroyable à se tirer dans leurs pieds. C'est une compagnie qui, tranquillement pas vite, est en train d'abandonner la production de jeux vidéo pour s'en aller vers la production de machines pachinko, qui se trouvent être des genres de machines de casino où c'est que tu mets de l'argent, tout ça, avec des thèmes de leur franchise de jeux vidéo pour essayer de... Parce que c'est un retour sur l'investissement beaucoup plus immédiat que la conception de jeux vidéo, bien sûr. Et donc, ça les a fait abandonner plusieurs de leurs franchises. On se rappelle qu'ils avaient abandonné le projet de Silent Hills avec Guillermo del Toro. Oui, et puis ça avait été bien, les fans avaient été déçus, moi compris. Et c'est une succession comme ça il y avait comme congédié le cerveau derrière les Castlevania, la franchise Castlevania, qui ont abandonné depuis. Je veux dire, les dernières versions de Castlevania étaient mauvaises, sinon pires.
et ainsi de suite, là. C'est tout le temps un festival de mauvaises décisions de Konami. Et là, Metal Gear Solid 5, qui a été un gros succès cette année, soit dit en passant, un gros jeu. Là. Je veux dire, Conan peut nous en parler. Il a joué de façon très extensive. J'ai perdu un peu beaucoup de ma vie là-dessus, mais je regrette rien. Non, c'est ça. Mais c'est un jeu qui non seulement était très bon, mais aurait pu... On voyait à l'intérieur du jeu qu'il pouvait vraiment être meilleur. Parce que ce qu'il voulait faire avec le jeu, Hideo Kojima, le concepteur, et on voit quel bâton dans les roues s'est fait mettre par Konami, parce qu'ils ont inséré de façon... forcer un mode de microtransaction dans le jeu. Ah ouais. Horrible. Oui, c'est ça. Et que ça a fait en sorte qu'il a fallu qu'il enlève beaucoup du... Il était supposé avoir un chapitre supplémentaire au jeu, complètement. Un autre chapitre, parce que le jeu était divisé en trois actes, puis il y en a juste 2 dans la version finale. C'est qu'ils ont fait des raccourcis pour qu'il y ait une histoire qui se tienne puis qui finisse, mais c'était pas supposé être comme ça que ça finissait. Mais il a fallu qu'ils coupent court pour mettre du temps sur les microtransactions puis le jeu en ligne. Parce que Konami voulait l'argent qu'elle allait au bout. Donc, ce qui est arrivé, c'est que au Video Game Awards, les avocats de Konami ont averti Monsieur Kojima, qui a été renvoyé récemment en passant. Oui. Konami niait les rumeurs comme de quoi que Kojima avait été renvoyé, surtout à la veille de la sortie d'un des plus gros jeux de l'année. Ça aurait été mal vu que le développeur principal, mais c'était le cas. Il avait été renvoyé. Et il a été interdit de participer aux Video Game Awards. Donc, il ne faut pas se présenter là. Pas de remise de prix. C'est ça. Donc, les Video Game Awards, eux, pour en support à Hideo Kojima, qui est un des... S'il y avait un Mont Rushmore des cerveaux des jeux vidéo des 30 dernières années, il serait d'un 4, là. Ouais. Vous comprenez que Kojima, c'est gros. Clairement, c'est un gros nom. C'est ça, c'est un gros nom. Donc, Hideo Kojima, les Video Game Awards, pendant toute la soirée, quand ils ont fait mention du jeu Metal Gear Solid 5, ont toujours dit qu'il provenait de la compagnie Hideo Kojima Productions. Ils ont jamais mentionné le mot Konami de tout l'événement. Donc, c'est un peu genre une bine à Konami pour essayer de leur enlever un peu le crédit parce qu'ils ont presque fait tout ce qui était en leur pouvoir pour saboter ce projet-là. Vers la fin de la production. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que dans le fond, c'est un jeu excellent, sauf que l'idée, c'est qu'on voit on voit ce que Konami est encore capable de faire. Et on sait qu'ils le feront plus jamais. Et c'est un peu décevant. Donc, Kojima a été mentionné de façon extensive pendant l'événement. Ben, de toute manière, c'est pas comme s'il disait pas son nom tout le temps dans le jeu non plus. Là. Ouais. Dans le jeu, je pense que le nom de Kojima doit apparaître pas loin de 600 fois. Là. Et written by, directed by, edited by, à chaque mission que tu fais, tu vois le nom de Kojima au moins 7 fois. Okay. Il y a, 50 missions. J'ai l'impression qu'il voyait bien les choses arriver avant que on les sache. Donc. Il y a tellement des jeux qui sont géniaux cette année. Je lis les noms et je suis abasourdi. Ça a été une grosse année, surtout des sorties qui, non seulement au début de l'année, qui ont frappé fort, mais la fin de cette année nous a amené quelques petites perles aussi. On va commencer, nomme-moi quelques catégories, on va voir par contre on commence. On va se garder le dessert pour la fin. Hein. Meilleure bande originale. Meilleure bande, allons-y. Ouais. Meilleure bande originale. Meilleure bande originale. Les nominés sont Fallout 4, Metal Gear Solid 5, Halo, Guardians, Ori and the Blind Forest et The Witcher 3, Wild Hunt. Okay. Donc la meilleure musique. Moi, je pense que je vais y aller pour The Witcher 3. Personnellement, la musique de The Witcher 3 était très très bonne. Ah oui, Ori and the Blind Forest aussi, c'était super beau. Moi, c'est sûr que j'ai un billet pour Fallout 4, surtout qu'ils ont composé 4 pièces originales pour le jeu, plus l'ambiance sonore qui était 40, mais j'ai l'impression que c'est plus un callback au vieux Fallout, donc je suis pas sûr que ça leur aura autant d'impact. Le gagnant, c'est... Le gagnant est Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Oh, ok. Mais pourtant, c'est plus une espèce de collage de chansons populaires, la trame sonore. Ben, là, on parle de meilleure bande originale, soundtrack. Donc, ce qui joue OK, good. La soundtrack. On va y aller comme ça. Ensuite... catégorie meilleur shooter, tiens. Ah oui, meilleur jeu de tir à la première personne. Évidemment, il y a les Call of Duty, Black Ops. Ouais, les jeux annuels. Bon, Destiny. Il y a Halo, évidemment. Et Star Wars Battlefront. Il y a Splatoon aussi. OK. Splatoon qui est un succès surprise sur la Wii. Sur Wii U. Sur la Wii U.
Battlefront qui est pas sorti depuis très longtemps, là, honnêtement, en fait, il est sorti? Je me demande s'il sort pas en décembre. Battlefront? Ouais. Oui, il est sorti. Ah, il est sorti, ok. Il y a au moins 2 semaines. Ok, au moins 2 semaines. C'est court pour l'avoir mis dans la catégorie. Avez-vous joué à certains de ces jeux, messieurs? Non. J'ai joué à Destiny, ouais. mais j'ai pas joué aux expansions de cette année, donc ça compte pas. Oui, parce que c'est en particulier une des expansions de Destiny. C'est ça, c'est sûr que oui. Là. C'est ça. Okay. Donc, le gagnant serait... C'est Splatoon, Eric. Splatoon. Nice. Oui, qui est un jeu original de 1. Mais ouais, c'est ça. C'est la seule là-dedans qui amène de quoi de différent. De nouveau, puis que Nintendo trouve toujours le moyen d'insérer une perle cachée à l'intérieur de son line-up de chaque année. Dans le fond, un jeu qui personne n'a vu arriver et qui est un beau succès là, pour les Wii U. On va continuer dans l'adrénaline. Meilleur jeu de combat. Oh, meilleur jeu de combat, ça n'a pas été une grosse année pour les jeux de combat, pour être honnête. Il y en a eu. Ben, il y en a eu. Il y a eu un Guilty Gear qui est sorti cette année, mais le monde suit moins j'ai passé la musique de Guilty Gear il y a quelques semaines. C'est vrai. Il y a Mortal Kombat. Mortal Kombat X, ouais, probablement gagnant. Rise of Incarnates. Aucune idée c'est quoi. Moi non plus. Et Rising Thunder. Bon, Mortal Kombat X, je veux dire. Avec les add-ons, on a parlé au début de l'année avec Jason Voorhees, qui est Predator, puis j'ai regardé un peu les finishing moves et c'est gore à souhait. Donc c'est le gagnant, j'imagine. Il y a des fatalities qui se font en selfie, c'est juste. Oui. C'est, en tout cas. Oui, c'est le gagnant. Mortal Kombat X. Maintenant, meilleur jeu familial. Meilleur jeu familial. Là, c'est un peu en dehors de ma table, là, pour Il y a eu Disney Infinity 3.0, évidemment. Lego Dimensions, Skylanders Superchargers, Super Mario Maker et Splatoon. Ah, ben moi, je pense que c'est Super Mario Maker, là, juste pour le fait qu'ils ont donné enfin accès de construire du Mario. Là, moi, je pense que ça va gagner. Ouais, ben oui, puis encore là, c'est le genre de jeu qui fait acheter une console. Oui, exact. Ouais. Donc, je dirais Super Mario Maker aussi. C'est ça, vous êtes... Yes! Oui. Maintenant, allons-y dans ma catégorie favorite. Meilleur RPG. Oh, meilleur jeu de rôle. Donc, Bloodborne, évidemment. Witcher 3. OK. Fallout 4. Simon sera content de savoir que Pillars of Eternity est dedans. Oui. Et Undertale. Pillars of Eternity, qui est un jeu de la compagnie Obsidian, qui est reconnu pour le travail dans les RPG. On parle du South Park récemment, mais on parle de Fallout New Vegas. Et Laurent qui sera content de savoir que Undertale est là. C'est l'espèce de... L'espèce de jeu à la Mother, mais bon... Vous avez passé une pièce une pièce musicale de ce jeu-là aussi, justement. Donc, le gagnant serait... D'après moi, meilleur RPG. Moi, je dirais Fallout parce que je suis vendu. Ouais, moi, mon cœur veut dire Fallout. Mais tes reins veulent dire. Mais je pense que je veux dire Witcher. Ah, ok. Ben, c'est ça, Witcher. Witcher 3, c'est... Oui. Mais mon cœur est à Fallout. Ben, c'est parce que Fallout qui est sorti depuis tellement pas longtemps. Je suis encore dans mes nouvelles noces avec Fallout. Je suis encore dans les honeymoons, tu sais. Meilleur jeu de sport. Meilleur jeu de sport. Course. Il y a le jeu de soccer, FIFA 2016. Le jeu de course, Forza Motorsport 6. Okay. Le jeu de l'année de basketball, NBA 2016. Et PES 2016 et Rocket League, que je sais pas c'est quoi. Rocket League, ça c'est le jeu de Chantal Guidé qui joue au soccer, qui joue sur un gros ballon de soccer, qui est fascinant. J'avais eu comme jeu gratuit au PlayStation Network. Ok, c'est RC Pro-Am avec Omnikin. Oui, genre exactement. Oui, tellement. Exactement. Et c'est juste du fun. C'est fun. Fun. Donc moi je dirais Rocket League. Ah oui. Ben c'est exactement ça. Et Rocket League fait un doublé parce que je vais vous dire en nomination pour le meilleur jeu indépendant, il y avait Axiom Verge. Axiom Verge qui est bon ça, il est comment spécial sur le PSN ce temps-ci. Hautement recommandé, c'est un hommage au vieux jeu de Metroid. Ouais. C'est l'ambiance est hallucinante, la musique est écœurante, je le recommande chaudement. OK, en 2D avec une carte exact. tu débloques tout. Il y a Her Story. Dans meilleur jeu indépendant, il y a Ori and the Blind Forest aussi et Undertale, mais c'est Rocket League qui remporte la palme. Succès planétaire, c'est un jeu à la Super Smash Brothers et à la Tetris, comme je parlais pendant la pause avec Conan, c'est-à-dire un jeu qui est facile à apprendre, qui tu peux avoir du fun en 5 minutes, mais extrêmement difficile à être un maître.
Dans le fond, c'est easy to learn, hard to master. Donc, c'est parfait parce que t'as une belle courbe de jeu, t'as du fun rapidement, mais en même temps, pour les joueurs qui sont très hardcore, là, qui jouent beaucoup à un jeu, qui veulent devenir très bons, t'as une belle courbe longue d'apprentissage pour devenir un maître. Donc, ouais, puis d'ailleurs, là, moi, je déteste les jeux de conduite, là. C'est vraiment les jeux que j'aime pas vraiment ça. Et les jeux de sport aussi. Donc, je m'attendais vraiment pas à aimer ce jeu-là, et j'ai adoré. Ouais, c'était très le fun. Dites-moi donc, messieurs, est-ce que vous connaissez le développeur CD Projekt Red? Ben ça, c'est Witcher. Oui. Ah, c'est Witcher. Oui, okay, exactement. C'est pas surprenant que ce soit le développeur de l'année. Oui. C'est vrai que le travail qu'ils ont fait sur Witcher, non seulement le travail pour le jeu en tant que tel, mais tout le service après-vente, entre guillemets, c'est-à-dire les bugs qui ont été réparés très tôt par rapport au framerate dans les débuts. C'était un jeu qui était buggé dans sa sortie, mais qui ont réglé rapidement les problèmes. Et tous les DLC qui ont sorti par la suite, autant les gratuits que le payant, ont été comme acclamés par la critique. Mm-hmm. Donc, je vais y aller à l'envers pour cette fois-là. Qui pensez-vous qui était en nomination pour développeur de l'année? Kojima. Oui. From Software pour Bloodborne. Ouais. Oui. Et il y a peu. Il y en a deux autres. Il y en a deux autres, je dirais Bethesda. Oui. Et voyons. EA? Non. Nintendo. Ah, Nintendo. Ben oui. Nintendo. On se garde-tu le dessert pour la fin ou il reste quoi? Il reste jeu indépendant de l'année puis jeu de l'année? Non, jeu indépendant, on l'a fait. On va faire ça tantôt. Ah, ok. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, on va aller dans les vieux succès d'Overclock Remix. Je remonte en 2002. Presque dans les débuts du site, là, on parle d'un remixeur qui s'appelle José Acosta. La pièce d'un jeu vidéo qui me rajeunit pas. C'est un des premiers jeux multiplayer en arcade qui a été un succès. C'était tellement le fun. Ceux qui se rappellent de Golden Axe. Oh, yes! Dans lequel tu peux soit prendre un barbare, un nain ou une valkyrie, dans le fond, genre de guerrière. Bref, Golden Axe qui était fascinant comme jeu, j'ai bien adoré. Donc, on écoute Golden Axe 2002 de José Acosta et on va revenir tout de suite après pour la fin des nominations pour le Video Game Award de 2015.
Alors, c'était la pièce Golden Axe 2002 de José Acosta. Donc, on poursuit et on termine notre couverture des Video Game Awards 2015. Et là, si je me trompe pas, je vais regarder avec Mikey. Il reste combien de catégories? Il en reste au moins 4. Il en reste au moins 4, je pense. OK, il est en train de parler au téléphone avec un auditeur. C'est le fun, ça? Il est hors service. OK, ben vas-y avec une des catégories qui reste. Attends un petit peu. Oh my God, donc, tu me pognes sur le fly dans même. Je regardais pas la page des VGA. Donc, let's go. Et merci à l'auditeur d'appeler, d'ailleurs. C'est vraiment fun. Tout à fait. Donc, let's go. Qu'est-ce qui nous manquait? Parce que je sais qu'on avait... meilleur publisher, il reste le meilleur jeu, évidemment. Oui. Il va rester aussi, donc, meilleur jeu d'action, meilleur jeu de famille, meilleur publisher. Oh my God, il reste une vingtaine de... OK. Donc, on va y aller. Meilleur jeu d'action-aventure. Yes. Ah, OK. Évidemment, il y a Assassin's Creed Syndicate, OK. Metal Gear Solid 5, Oui. l'excellent Batman Arkham Knight, Ori and the Blind Forest, pardon, le jeu qui magane un être humain au pas possible, ça s'appelle Rise of the Tomb Raider. Oh, d'après moi, c'est une bonne... parce que Arkham Knight a eu tellement de problèmes suite à sa sortie par rapport aux performances du jeu, que ça a peut-être un peu obscurci le jeu en tant que tel. Et pourtant, ça semble être une version quand même adéquate de cette franchise-là, mais bon, je dirais Metal Gear Solid. Je verrais pas d'autres compétiteurs. Aussi, ça va être ça pour ça. Eh bien, pour Action Aventure, c'est évidemment, oui, Metal Gear Solid 5. On a l'œil, c'est bon. Hey. Yes. Meilleur multijoueur, tiens. Ben moi je pense que ça va être Rocket League. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il est nominé, là, mais d'après moi, Rocket League est nominé oui. Aux côtés de Splatoon, Call of Duty Black Ops, Destiny, Halo. Et voilà. Donc c'est Splatoon qui a gagné. Splatoon, un doublé pour cette nouveauté de Nintendo. Oui, mais en plus c'est fun pour une nouvelle franchise là, c'est intéressant qu'ils gagnent des prix comme ça. Wow. Yes. Une catégorie que je veux vous nommer, le gagnant a été nominé plusieurs fois dans ce que je vous ai nommé. Donc dans la meilleure direction artistique. Okay. Alors on dit que le gagnant, ça nous reste moins de temps, puis je veux qu'on prenne le temps pour Ori and the Blind Forest. Oui, Ori and the Blind Forest. Je suis d'accord. Yes, parce qu'on veut quand même parler des nominés pour le jeu de l'année. Là. Les jeux de l'année. Allons-y. Donc, OK, on va y aller avec le Game of the Year. Là, le meilleur jeu de l'année 2015. Cette année, les nominés, Mikey, sont... Oui, et parlez-moi-en si vous avez joué à ces jeux-là. Bloodborne. Oui. Oui, vous avez joué? Oui. Non, j'ai vu jouer, mais j'ai pas joué encore. Je l'ai acheté, puis je regrette un peu, mais pas vraiment, mais c'est juste, je passais un homme pour jouer à ce jeu-là. Non, mais c'est tellement difficile. Je veux dire, Dark Souls 2 était difficile. Oui. Ça, je me sens fou, parce que je fais tout le temps ma affaire, puis des fois, j'ai un petit peu un résultat différent, mais pas vraiment, je veux dire... Ouais. J'ai même pas passé le premier niveau, ça doit faire 6 heures que je tue. Là. Mais c'est un jeu qui récompense la compétence et qui punit l'impatience. Ouais, vraiment. Donc, ça va être un chef-d'œuvre là-dessus. Dans les jeux de l'année, évidemment, Fallout 4. Qui est sorti depuis très peu. Je sais pas si c'est fair de le mettre dans la compétition, que c'est juste parce que ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines qu'il est sorti. Je suis moins sûr, mais non, ça fait presque un mois. En fait, il est sorti le 10 novembre. Et si tu pouvais me décrire ton expérience, Eric, en une phrase? Disparition de tous mes autres passe-temps depuis un mois. Et toi, quoi? Voilà. Mon jeu sur pause présentement à la maison. Là. J'attends juste de finir pour aller retourner jouer. Il y a The Witcher 3, Wild Hunt. Oui. Avez-vous joué? Oui, j'ai adoré. J'ai tellement adoré ce jeu-là. C'est un des rares jeux, en plus, que j'ai fait en français. OK. Et le français est non seulement impeccable, mais la traduction avec le voice-over est faut pas oublier que le jeu est traduit en anglais. C'est un jeu polonais, c'est exactement. ça? C'est une compagnie de Pologne, donc il faut qu'il le fasse traduire en anglais tout d'abord. Wow. Donc, et vraiment, ainsi dans les autres langues. Donc, oui, Witcher 3, j'ai joué, j'ai perdu mon... Witcher 3, là, j'ai
adoré le fait qu'il nous montrait une nouvelle mythologie qui est pas basée sur des choses qu'on connaît vraiment aussi bien qu'on a vu des millions de fois. Donc, oui, wow, j'ai perdu beaucoup de mon temps, mais je ne regrette aucune seconde. Yes, Maintenant, Metal Gear Solid 5. Ah, oui, le chant du cygne de Konami. Ouais. J'ai pas joué. Je vais jouer éventuellement, j'ai pas joué encore. C'est incroyable. OK. Incroyable, ce jeu-là. Simplement. Ouais. Super Mario Maker. Ah, ça, j'ai pas joué, par contre. Pas joué. Et j'ai que des bons commentaires, par contre. Tout le monde a déjà joué à Mario. C'est le défibrillateur que la Wii U avait besoin cette année. Ouais, vraiment. Pour revenir pertinente, donc... Donc, je vous dirais que le gagnant est représentatif de la longueur de l'intervention de Conan. Oh, OK. Et ben, je te dirais que si ça a été le gagnant du développeur d'année, qui est une petite compagnie indépendante versus les gros distributeurs multimilliardaires, je dirais Witcher 3. Et voilà. Witcher 3 est consacré jeu de l'année 2015. Non seulement c'est bien mérité, mais en plus, c'est un beau reality check, entre guillemets, pour toutes les autres grosses compagnies qui, avec des tactiques un peu douteuses des fois, ont comme pris certaines des franchises qu'on adore et les ont placées dans des situations peu enviables. Et là, t'as une compagnie qui respecte les fans, qui écoute ce que les fans ont besoin, qui travaille sur la qualité du jeu, qui est une expérience à un joueur seulement, au lieu d'être un jeu qui est forcé au multiplayer, qui te force à faire des microtransactions. Il y a rien de ça dans Witcher. C'est juste un jeu pour les fans de ce genre de jeu-là. Donc, bravo à CD Projekt Red, à Witcher 3 Wild Hunt. Et on veut voir d'autres jeux comme ça dans l'avenir. Fallout, je comprends que c'est pas le jeu de l'année, j'ai pas de problème avec ça, c'est mon pic à moi, mais j'ai pas joué encore à Witcher 3 et c'est dans ma to-do list, donc voilà. Oui, vraiment. Yes. Il l'a mérité, amplement. Ben, c'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. C'est un beau petit timing, donc, merci beaucoup à Conan. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à Mikey. Ce fut un plaisir. Et merci beaucoup à vous autres. Merci d'appeler quand vous avez des questions à poser. Merci de nous écouter toutes les semaines. Et on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.